Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents. Vous avez bien raison de l'être, pour deux raisons au moins. Pour une raison tout à fait accessoire d'abord, parce que vous allez être plongé dans les coulisses d'un remaniement ce soir qui n'a rien à envier au remaniement ministériel. Nous sommes en plein suspense après les élections de dimanche 23 mars, c'est ça. Le maire est sur le point de signer les arrêtés de délégation. Et la rumeur court que je succéderai à mes collègues à la culture, ce qui me vaut d'être là devant vous ce soir. Mais notre remaniement et nos passations de pouvoir sont beaucoup plus cordiales qu'au gouvernement. Et donc je reprendrai les entretiens d'ici, qu'a conduit jusqu'à maintenant Martine Vessière en toute cordialité. Et c'est ce qui lui vaut d'être là à côté de moi, parce que c'est elle qui a œuvré pour l'organisation de cette conférence ce soir. Donc elle va vous présenter notre invité. Et c'est la deuxième raison pour laquelle vous avez raison d'être là. Et c'est l'essentiel, la principale. C'est que notre invité, Martine va le présenter, a plein de choses à vous dire sur la médecine en général et la médecine chinoise en particulier. C'est un mandarin, en quelque sorte, mais il va vous expliquer pourquoi il ne l'est pas tout à fait et pourquoi il s'est tourné justement vers la médecine chinoise. Donc je cède la parole à Martine pour la présentation de notre invité de ce soir. Mais, monsieur le maire, vous ne souhaitiez rien dire? Non. Écoutez, Bon, alors, pour présenter cette soirée qui, d'une certaine façon, aurait d'ailleurs pu rentrer dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques franco-chinoises, c'est l'année, et finalement, nous allons parler de médecine traditionnelle chinoise, et c'est un bon point dans ce cadre-là. Alors, il y a quelques années, la présence de la médecine traditionnelle chinoise à l'hôpital aurait fait sourire, voire scandaliser certains. Dans notre monde occidental, basé sur le rationalisme, sur la raison cartésienne depuis plusieurs siècles, la pensée chinoise dérange. D'ailleurs, finalement, on se rend compte lorsqu'on rencontre des Chinois, puisque nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le faire, nous sommes parfois perturbés et nous faisons même attention à nos réactions, s'attachant à la façon dont ils vont penser, qui ne va pas être forcément sur le même mode linéaire que le nôtre ou le même mode rationnel. Pourtant, cette médecine chinoise fait une entrée remarquable à la grande porte et par la grande porte de la PHP qui a signé un accord avec le ministère de la Santé chinois en 2011. Professeur Baumlou, vous êtes docteur depuis 1976, vous avez un parcours riche et varié, vous êtes extrêmement actif puisque vous publiez beaucoup, mais vous êtes surtout responsable du Centre intégré de médecine traditionnelle chinoise depuis sa création en 2009. C'est à ce titre que nous vous avons invité. Nous avons finalement envie de comprendre pourquoi, comment s'intègre cette médecine traditionnelle chinoise dans notre médecine occidentale. Va-t-elle enrichir notre médecine conventionnelle pour le plus grand bien de nos patients? Des patients que nous sommes d'ailleurs bien souvent. Merci. Je vous laisse intervenir. Vous voulez pas vous embarquer sur ce sujet? non. Bien, ben je vous dis en préambule tout mon intérêt d'être parmi vous ce soir. Je suis très flatté d'être parmi vous parce que je me suis promené sur le remarquable site de la ville d'Issy-les-Moulineaux et j'ai regardé quels étaient les précédents intervenants et je dois dire que c'est plutôt flatteur pour moi qu'on m'ait demandé cet entretien. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Et certes, nous avons créé en 2009 ce centre intégré de médecine chinoise, mais je voudrais bien situer le problème. Au fur et à mesure que j'avance dans ce domaine, j'acquiers la conviction que pas plus que vous, quand vous sortirez de cette pièce tout à l'heure, vous ne comprendrez grand-chose à la médecine chinoise. Et que moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans ce bain. Et que cette philosophie de la médecine chinoise, parce que je pense que c'est le grand intérêt, c'est d'acquérir cette proximité vis-à-vis d'une philosophie. Madame Vessière vient de le dire, nous sommes des médecins, mais profondément, toute notre culture médicale est imprégnée de cartésianisme et du discours de la méthode qui faisait table rase de toutes les idées préconçues et qui déjà demandait aux médecins,
On était dans l'arbre de la science, avec les mathématiques qui étaient la base même de la science médicale. La médecine n'était qu'une branche des mathématiques, et Descartes nous disait, discours de la méthode, il n'y a qu'une chose, c'est la science. Et donc nous plongeons dans ce monde, et c'est un plongeon d'autant plus intéressant que je me présente ici comme médecin néphrologue, c'est-à-dire que je garde cet esprit scientifique, j'en suis fier. Je pense que si vous regardez sur une discipline de médecine conventionnelle comme la néphrologie, si vous regardez les 70 dernières années, grosso modo 1950-2020, c'est une discipline qui a inventé l'hémodialyse, a inventé la dialyse péritonéale, a inventé la transplantation rénale, ce qui fait que vous avez grosso modo en France à peu près 70 000 personnes qui vivent en hémodialyse. Vous avez une vingtaine ou une trentaine de milliers de personnes qui sont transplantées. Autrement dit, c'est un fantastique succès. Et ce que je vais pouvoir développer comme difficulté de la médecine conventionnelle, je ne veux pas du tout cracher dans la soupe. Il est évident que ça ne peut... la réflexion, si vous voulez, ne peut concerner qu'une médecine qu'on souhaiterait, avec un terme très anglo-saxon, une médecine intégrative, c'est-à-dire que la médecine chinoise, autre mode de réflexion sur la médecine, viendrait en complément de cette médecine conventionnelle. Le deuxième point qui fait que ce médecin conventionnel, pas trop mandarin quand même, mais vous savez, les pires des mandarins, c'est ceux qui disent qu'ils ne le sont pas. Bon, ce médecin conventionnel s'est intéressé, c'est que dans mon parcours, j'ai toujours été beaucoup intéressé par des domaines comme l'automédication, la prise en charge personnelle de la maladie. Il me semble que surtout au moment où on reviendra sur ces points-là, mais surtout dans l'époque où nous vivons, la prise en charge personnelle de la maladie par le malade lui-même est un élément extrêmement important. Et si vous suivez un peu les affaires de la santé, vous verrez que un des grands développements des dernières années, peut-être là où il y a d'ailleurs eu le plus d'argent qui a été mis en termes de développement médical, c'est le domaine de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est on demande au patient de prendre en charge sa maladie chronique. On reviendra sur ce problème de la maladie chronique qui, à mon avis, est central aussi dans la compréhension de ces nouvelles approches par les médecines alternatives et complémentaires. Alors voilà, en effet, j'ai développé un centre de médecine chinoise depuis 2009. L'historique est le suivant. En 2006, pour des raisons qu'on comprend très bien, il y a eu un accord qui a été passé entre, et ça on le comprend moins bien, entre le ministère des Affaires étrangères, pas le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères français et le ministère de la Santé chinois. Et cet accord stipulait qu'on ferait tout pour mettre en œuvre des travaux communs, des travaux de type explicatif sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est intéressant d'ailleurs parce que cet accord, il donnait une feuille de route tout de suite. Il nous disait, il n'est pas question d'implanter obligatoirement du soin de médecine chinoise. Mais par contre, on peut faire de la recherche et c'est un peu notre feuille de route. Et donc, avec cette feuille de route, on a commencé alors, je reviens un peu en arrière. Pourquoi brutalement ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on avait un francophile très fort comme ministre de la Santé chinois, Chen Zhu. Chen Zhu, il était un ancien interne, un type extrêmement brillant de Laurent de Gosse à l'hôpital Saint-Louis. Et ils avaient montré une indication fantastique de médecine chinoise. C'était le traitement par l'arsenic d'un certain nombre de leucémies myéloïdes chroniques. Et Chen Zhu est resté et est toujours, il est venu à la Pitié-Salpêtrière très récemment, est toujours, il n'est plus ministre de la Santé, il est très très francophile.
Et je pense que c'est lui qui, du côté chinois, avait fortement poussé pour la signature de cet accord. Et dans un deuxième temps, il a fallu l'appliquer, cet accord. Et là, c'est la mairie de Paris, c'est Jean-Marie Le Guen à la mairie de Paris et Mireille Faugère à la PHP qui ont créé ce programme et qui m'ont incité à le développer. Quelle feuille de route j'avais? Et puis on reviendra après pourquoi ce développement. Quelle feuille de route j'avais? J'avais une feuille de route qui partait du principe il faut faire de la recherche clinique sur la médecine traditionnelle chinoise. La recherche clinique, vous savez, c'est monter des essais cliniques pour essayer de démontrer l'efficacité et la sécurité d'une procédure ou d'un médicament. Mais c'est toujours des essais cliniques. Il faut que vous fassiez de la recherche clinique sur la médecine traditionnelle chinoise. Il faut dire que la France n'était pas particulièrement en avance là-dessus. Vous avez depuis 20 à 30 ans une agence entière aux États-Unis qui s'appelle la NCCAM, qui travaille sur les médecines alternatives et complémentaires et qui travaille sur pas mal de procédures de médecine chinoise. Elle est en butte à de nombreuses critiques venant du Sénat américain qui dit que vraiment elle coûte trop cher pour un nombre de résultats qui est très faible, mais enfin elle existe quand même. Et puis en Europe, vous avez des pays qui sont très, très en avance. Vous aviez la Grande-Bretagne qui était très en avance parce que le prince Charles, il était très médecine alternative et complémentaire, donc il avait poussé à la création d'une chaire, je ne me rappelle plus où, en Grande-Bretagne, il avait poussé à la création d'une chaire de médecine alternative et complémentaire, et où ils ont développé le même programme de recherche clinique. Le deuxième élément de la feuille de route, c'est l'enseignement. Il est bien évident que si nous souhaitons développer une médecine intégrative, il faut que les plus jeunes ils sachent qu'il y a d'autres médecines. Alors ça, c'est un constat que j'ai fait avec le temps. C'est que nous avons un enseignement monomorphe, mais totalement monomorphe. C'est-à-dire que dans l'esprit de nos étudiants, vu qu'ils n'ont jamais été en contact avec d'autres réalités, ils ne connaissent que la médecine. On ne sait pas la nommer d'ailleurs, cette médecine. Notre médecine. Alors il y en a qui disent la médecine académique, il y en a qui disent la médecine conventionnelle, mais en fait, tout le monde considère qu'en France, il n'y a qu'une médecine. Les premiers, c'est l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins, qui ont bien du mal à considérer qu'il y a quand même les 4/5e de la planète qui sont soignés par d'autres médecines que la médecine conventionnelle. Donc, si vous voulez, la deuxième partie de la feuille de route, c'était de développer un enseignement pour les plus jeunes, non pas sur les procédures, non pas pour aller leur apprendre où est-ce qu'il faut piquer en acupuncture, hein, c'est pas ça l'objectif, mais c'est pour leur dire que il y a possiblement des indications, on reviendra sur ce terme d'indication clinique, il y a possiblement des indications comme soins de support, comme soins complémentaires de ces techniques de médecine, et en particulier de médecine chinoise. Et puis le troisième élément de la feuille de route, il était en demi-teinte, hein, c'était le soin. Alors ça va probablement vous amuser. Il y avait du soin par des médecines alternatives et complémentaires et par de la médecine chinoise partout à l'assistance publique. Il y en avait partout. Vous regardiez les statistiques, il n'y en avait nulle part. C'était très simple, puisque de toute façon, ce n'était pas reconnu, ce n'était pas tarifé. Donc en fait, toutes ces consultations de médecine alternative, elles étaient réalisées sous le nom de consultation de médecine, consultation d'orthopédie, etc. Donc nous avons fait ce recensement il y a 2 ou 3 ans, et on s'est aperçu qu'il y avait de l'acupuncture, par exemple, il y avait un médecin acupuncteur, Pitié-Salpêtrière, à la consultation de médecine depuis 30 ans, et il s'appelle Olivier Duhamel, il est extrêmement compétent, mais personne ne savait, grosso modo, qu'il y avait de l'acupuncture à la porte principale d'entrée de la Pitié-Salpêtrière. Alors, ce soin, si vous voulez, est l'élément le plus difficile, et on y reviendra, l'élément le plus difficile, parce qu'il est évident que dans notre esprit cartésien, il faudrait quand même avoir une ébauche de preuve d'une efficacité pour pouvoir proposer aux populations un soin clinique dans le cadre d'indications bien définies. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, pourquoi ce développement, pourquoi un médecin, le mandarin, qui ne sait pas qu'il est mandarin, pourquoi ce développement? Et
c'est un élément majeur, si vous voulez, pour aborder ce problème, parce que est-ce que tout le monde est satisfait de la médecine dite conventionnelle, de notre médecine? Et je voudrais revenir sur 4 ou 5 points qui sont extrêmement importants. Le premier point, c'est la définition de la santé. Si on se réfère je vous rappelle, il y a une définition de la santé, OMS, 1945. La santé n'est pas seulement une affaire d'absence de maladie. La santé, c'est une notion de bien-être général de la population. Donc c'est quelque chose qui déborde très largement le soin. Les anglo-saxons, ils ont 2 termes pour ça. Ils ont le soin, le cure, et ils ont la prise en charge globale. Ils ont le care. Ils ont la prise en charge qui globalise à la fois l'individu, le médical et le social, le médico-social. Le deuxième élément, c'est un élément que vous connaissez sûrement, mais dont vous ne connaissez pas l'ampleur peut-être, ce sont les maladies chroniques. Nos hôpitaux ne fonctionnent plus comme des hôpitaux de maladies aiguës. C'est fini, la pneumonie franche lobère aiguë, la pyélonéphrite aiguë, etc. Ce sont des maladies chroniques. Il faut savoir qu'en France, 65 millions d'habitants, 15 millions sont déclarés comme ayant une maladie chronique, 8 à 9 millions, je ne me rappelle plus le chiffre exact, sont en ALD, affection de longue durée. Ça représente 50% de notre budget de la Caisse nationale d'assurance maladie. Autrement dit, si vous voulez, ce développement de la maladie chronique montre bien que la prise en charge du médecin, elle concerne le soin, bien évidemment, mais elle concerne tout ce qui entoure le soin et tout ce qui vise à une amélioration de la qualité de vie. Et dans l'amélioration de la qualité de vie, il y a vraisemblablement la réponse à la demande du patient. On viendra tout à l'heure sur la demande du patient, on va y venir tout de suite. Il y a un très beau sondage qui a été fait il y a 4-5 ans dans un service de cancérologie. Ça a été fait par des internes dans un service de cancérologie de Grenoble. On interrogeait les patients dans ce service de cancérologie, on leur demandait est-ce que vous avez recours à une médecine non conventionnelle, une médecine douce, une médecine alternative et complémentaire. 60% de réponses oui. Il faut faire attention à ce 60% parce qu'il est un peu faux, parce que les compléments alimentaires, ça intervient dedans. Donc il est évident que ce n'est pas 60% de gens qui font de la médecine traditionnelle chinoise. Là-dedans, ça doit être 10%. Mais grosso modo, 60% vous disent oui. Deuxième question, encore plus intéressante. Est-ce que vous faites confiance à votre médecin conventionnel? Réponse, 90%, totalement, oui. Bien. Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin conventionnel? Réponse, 60%, absolument pas, non. La raison, elle est bien simple, c'est que le médecin conventionnel, le médecin habituel, il ne connaît pas ces techniques. Et donc la réaction, c'est de dire, écoutez, fichez-moi la paix avec toutes ces bêtises, arrêtez ce genre de prise en charge. Autrement dit, si vous voulez, c'est un élément qui est extrêmement frappant, c'est qu'il y a un mur d'ignorance, un mur de non-communication dans ce domaine entre le patient et son médecin conventionnel. Et ça, c'est, à mon avis, comme dans le domaine de l'automédication, c'est à peu près les mêmes chiffres dans le domaine de l'automédication. 80% des gens prennent des médicaments sans prescription médicale, et ils n'osent jamais le dire à leur médecin, parce que l'autre, ça le fout en rogne. Alors bon, ils se taisent. Le troisième élément, c'est un concept anglo-saxon qui a marqué très profondément, au moins aussi probablement parce que c'était l'application anglo-saxonne de Descartes, c'était la manière dont ils avaient traduit Descartes, c'est l'EBM, Evidence-Based Medicine. Ça, quand vous avez dit à un médecin, un étudiant français EBM, vous avez tout dit. C'est-à-dire que toute notre médecine est basée sur une démonstration. Notre médecine conventionnelle est basée sur une démonstration formelle par des essais cliniques, ce qu'on appelle prospectifs contrôlés. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui est traité par le placebo, un groupe qui est traité par le produit actif ou par la procédure. Et toute notre médecine, elle est basée sur les résultats de ces essais. Et on reviendra là-dessus. Je pense que nous arrivons aux limites de l'EBM. Pour une bonne raison, c'est que d'abord, ça engloutit des fortunes que nous n'avons plus, car ces essais cliniques contrôlés engloutissent des fortunes.
Le deuxième point, c'est qu'on peut vraisemblablement démontrer l'efficacité avec des procédures moins lourdes. Et le troisième point, c'est que ça ne rassure pas du tout sur la sécurité de la procédure. Le quatrième point que je voulais vous dire comme limite de notre médecine, et là encore, je redis, j'ai vécu et je suis profondément admiratif des énormes progrès en termes de santé qu'elle a apportés, mais on essaye de lister des limites, c'est la demande des patients. Et là, il y a les sondages, je vous disais tout à l'heure, sondages en oncologie, dans tout le domaine des maladies chroniques, dans les maladies inflammatoires articulaires, polyarthrite chronique évolutive, spondylarthrite ankylosante, vous avez exactement les mêmes demandes de patients vis-à-vis de médecine alternative. Donc il y a la demande des patients, et puis il y a la demande des patients que je vis, parce que malheureusement, et ça c'est un décalage qui est difficile à vivre, c'est qu'il y a une très très forte demande des patients vis-à-vis de la médecine chinoise, et que dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de nos structures concernant le soin, nous sommes malheureusement extrêmement... Il nous est difficile de répondre à toutes ces demandes. Le dernier point, je ne sais pas bien si c'est vrai. Tout le monde croit que c'est vrai, moi je ne suis pas du tout persuadé, c'est la maîtrise des coûts de santé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que certes, si on développe de telles médecines, en particulier la médecine chinoise, le temps que la Caisse nationale d'assurance maladie rembourse ces procédures-là, la Caisse va faire des bénéfices, elle va rentrer dans ses frais, elle va dire c'est extrêmement économique. En fait, si on parle du point de vue du consommateur, c'est pas du tout évident, parce que soit il le paiera par les mutuelles, comme ça a déjà commencé à se passer, soit il le paiera de sa poche, comme ça se passe déjà. Et donc c'est un dernier point, c'est ce qu'il faudra envisager, c'est qu'il y a vraisemblablement dans ce travail de souhait, d'intérêt sur la médecine chinoise, à créer des réseaux qui soient des réseaux équitables pour les gens. C'est-à-dire que s'ils démarrent dans une technique de prise en charge hospitalière, il faut qu'après, dans les structures de ville, ils trouvent des équivalents à des prix qui soient quand même abordables. Ça a été une des premières réflexions. On a travaillé dans le domaine de l'obésité sur une technique corps-esprit qui s'appelle le Qigong. Ça a été une des premières réflexions d'Arnaud Badevant, très juste, qui a dit « Je prends les patients en charge pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Un hôpital universitaire n'est pas fait pour enseigner le Qigong ou faire du Qigong à des patients pendant des durées de maladies chroniques. Et donc, il faut créer ce genre de réseau. » Donc, au terme de tout ça, moi je pense qu'il y a un très bon rationnel, en effet, pour développer ce genre de médecine, et tout particulièrement la médecine chinoise. Alors cette médecine chinoise, qu'est-ce que c'est ? Alors, cette médecine chinoise, c'est d'abord et avant tout une procédure que vous connaissez tous, c'est l'acupuncture, bien évidemment. Et très vite, on se rend compte des difficultés quand on aborde le problème de l'acupuncture. Vous avez des enseignements d'acupuncture actuellement dans nos hôpitaux français. Vous n'en avez pas beaucoup, mais vous avez des enseignements d'acupuncture dite scientifique. Alors, l'acupuncture dite scientifique, ça c'est le professeur Benamou en anesthésie-réanimation à Kremlin-Bicêtre. Il a créé ce diplôme d'université. Alors lui, il ne veut pas du tout entendre parler de philosophie de la médecine chinoise. Il y a des points de ponction, tu veux endormir ton malade, tu fais ton trou à cet endroit-là, et puis c'est tout. Donc vous voyez que déjà, il y a des ambiguïtés. Qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise ? Qu'est-ce que c'est que l'acupuncture réellement dans une philosophie de médecine chinoise par rapport à des procédures très courantes ? Deuxième élément de cette médecine traditionnelle chinoise sont les massages. Alors, ce sont les massages qui s'appellent en médecine chinoise le tuina, et que vous connaissez probablement sous le nom de shiatsu. Le shiatsu, c'est la version japonaise peaufinée, comme toujours. Les Japonais sont allés prendre aux Chinois la denrée brute et ils l'ont peaufinée, et on appelle ça maintenant shiatsu. Je suis heureux d'ailleurs de voir ici, là au premier rang, mon ami Binchkai Liu, qui est professeur de médecine chinoise à Nankin, et qui pourra répondre à toutes vos questions précises, parce que le professeur Baumlou, en dehors de la néphrologie, il a du mal. Le troisième élément, c'est la diététique. Et la diététique, de ce que j'en ai compris,
Ça passera peut-être dans les derniers points parce que la diététique chinoise, c'est quand même pas facile. On a déjà suffisamment de mal avec les régimes peu salés, les régimes hypoprotidiques, etc., les régimes pauvres en sucre pour le diabète. Je ne pense pas qu'on va créer spécialement à l'hôpital universitaire ni un enseignement ni une prise en charge de diététique chinoise. Ce d'autant que la diététique chinoise, quand ça arrive sur le plateau devant vous, c'est très particulier. Le quatrième élément très important sont les techniques corps-esprit. Et ça, c'est un point très très important. Alors c'est un point très largement développé, en particulier aux USA. C'est tout ce qui est tai chi et qigong. Ce sont des techniques à la fois, tout le monde connaît ce tai chi qu'on voit qu'on voit sur les bords du fleuve à Shanghai sous le soleil, c'est absolument superbe, ou qu'on voit dans les parcs. Tai chi et qigong ont vraisemblablement de très grandes indications, et des très grandes indications, on y reviendra, non seulement pour les patients, mais aussi pour les personnels de santé. Et à la Pitié-Salpêtrière, nous avons un service de neuro-oncologistes, un service particulièrement dur, avec ce qu'on appelle des demi-vies, c'est-à-dire que quand le patient entre dans ce genre de service de neuro-oncologie, on admet qu'un patient sur deux, malheureusement, sera décédé au terme de 7 à 8 mois. Il y a d'énormes problèmes en termes d'équilibre, il y a d'énormes problèmes en termes de soutien, en termes de santé, il y a d'énormes problèmes pour le personnel, et de toute évidence, on débute un très gros programme de médecine chinoise dans ce service. Puis le dernier élément, ce sont les plantes. Alors les plantes, il faut voir, quand vous visitez un hôpital de médecine traditionnelle chinoise, que ce soit à Shanghai, à Nankin, à Pékin, ils ont encore la pharmacie traditionnelle et ils font encore leur mélange. Et je mélange tout dans le sachet. D'ailleurs, les proportions sont, à mon avis, très, très grossièrement respectées par rapport à la prescription initiale du médecin. Je ne sais pas ce qu'en pensera Binchkai tout à l'heure. Mais au résultat, c'est une des bases de la médecine traditionnelle chinoise. Alors pourquoi je vous en parlerai peu, sauf d'un grand essai qu'on va organiser? Je vous en parlerai peu parce que malheureusement ou heureusement, nous avons une législation européenne très ferme sur le plan de l'importation des plantes. Et il faut savoir qu'à la pharmacopée européenne, nous n'avons que 50 plantes qui sont inscrites à la pharmacopée européenne. Et quand vous voulez faire un essai, je vous citerai 2 essais très importants qui ont été réalisés ou qui vont être réalisés. Lorsque vous voulez faire un essai à partir d'une plante chinoise et que vous demandez le dossier galénique, analytique, pharmacologique, toxicologique, le temps que vous l'obteniez et que vous passiez ça à la pharmacopée européenne, bon, vous ne faites pas l'essai clinique. Donc le problème des plantes, mais c'est un problème dont l'Europe est très conscient dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il souhaiterait bien profiter de la pharmacopée chinoise et que d'un autre côté, bien évidemment, je dis ça même devant Binchkai, tout le monde n'est pas emballé de voir le marché européen inondé de plantes d'origine chinoise. Donc vous voyez que ce sera un développement extrêmement lent. Alors, maintenant que je vous ai présenté un peu le tableau, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, comme je vous ai dit, on essaye d'abord et avant tout de pénétrer ce milieu médical par l'activité clinique que nous connaissons le mieux dans le domaine universitaire, c'est le domaine de la recherche clinique, c'est le domaine des essais. Et je ne vous citerai que 2 grands essais. Le premier essai, c'est un essai qu'on fait dans les douleurs, c'est un essai de l'acupuncture dans les douleurs lombopelviennes extrêmement sévères au cours de la grossesse. Et c'est un essai qui est fait sur Pitié-Salpêtrière, 400 ou 500 patients. Et cet essai, il a un double intérêt. Je vais vous le décrire un petit peu pour vous montrer toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine de l'évaluation de ces procédures. Cet essai consiste donc à recruter des patientes qui sont particulièrement douloureuses pendant leur grossesse. C'est un syndrome qui est très bien connu pendant la grossesse, de douleurs à la fois au niveau du bas du dos et au niveau du pelvis. Ce sont des douleurs extrêmement sévères. Et donc cet essai, il est fait contre une... alors,
premier élément, en acupuncture, quel est le bon placebo? Y a-t-il un placebo? Je pense que je n'ai pas besoin de vous décrire ce que c'est qu'un placebo, mais c'est particulièrement difficile. Lorsque vous utilisez des médicaments, lorsque vous faites des spécialités pharmaceutiques, c'est pas difficile de faire un placebo. Vous faites exactement le même comprimé, avec la même gravure, la même couleur, et puis c'est de la farine à l'intérieur, et puis ça s'appelle un placebo. Là, l'acupuncture, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des débats extrêmement complexes. Est-ce que le placebo, c'est un médecin qui fait n'importe quoi, qui plante les aiguilles n'importe où? Est-ce que le placebo, c'est simplement toucher la peau ou avoir une stimulation électrique ou une stimulation thermique par rapport à l'aiguille de l'acupuncteur? Donc vous voyez qu'il y a, sur le plan de la méthodologie, déjà des grosses difficultés. Et donc nous avons choisi de faire ce qu'on appelle une méthodologie on-top, c'est-à-dire que dans le bras contrôle, les patientes sont prises en charge de la manière habituelle. Et puis dans le bras traité par acupuncture, elles sont prises en charge de la manière habituelle, plus l'acupuncture. Sur le plan éthique, c'est tout à fait logique, puisqu'on ne sait pas si l'acupuncture est efficace. Je peux vous dire que grosso modo, c'est un essai qui est contrôlé, c'est un essai qui est mené avec les plus grandes précautions sur le plan de l'aveugle, de l'aveugle des patients, au moins, et que les premiers résultats sont très très en faveur d'une prise en charge associée, acupuncture associée au reste de la prise en charge traditionnelle. Et on double cet essai d'une évaluation médico-économique qui est très intéressante et qui se situe du point de vue du patient et qui m'a fait vous livrer tout à l'heure ma réflexion sur la maîtrise médico-économique par ces médecines alternatives qui ne me paraît personnellement pas évidente pour le patient, du moins dans l'état actuel des choses. On a un essai qu'on va débuter donc tout à l'heure pour vous montrer la difficulté prochainement, pour vous montrer la difficulté de mener les essais sur les plantes. C'est un essai qui me permet de vous décrire un petit peu le monde que nous découvrons. Vous savez qu'une des complications du diabète, et en particulier maintenant du diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète de la maturité, c'est de se compliquer d'un certain nombre de complications au niveau viscéral, des nerfs, des yeux, etc. Et en particulier de complications au niveau du rein. Et ce qui est très très intéressant, c'est que nos amis chinois ont développé sur les 20 ou 30 dernières années, ont repris des plantes pour ralentir la vitesse de détérioration de la fonction rénale au cours de la néphropathie diabétique. Alors je vous explique un petit peu. Quand on a la maladie rénale du diabète, le néphrologue, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de ralentir la vitesse à laquelle le patient dégrade sa fonction rénale pour essayer de retarder le plus tard possible la dialyse et éventuellement la transplantation. Nos amis chinois, ils utilisent une plante qui s'appelle Abdelshot maniote. Ils utilisent une plante depuis assez longtemps et c'est même une spécialité pharmaceutique. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'ils ont développé eux-mêmes des essais cliniques qui sont positifs avec leur méthodologie et que dans la littérature qui est à notre disposition, parce que la grande majorité de leur littérature, elle est chinoise, et elle est écrite en chinois. Autrement dit, nous n'y avons pas facilement accès. Binchkai fait office de traducteur très souvent. Et ils ont de nombreux essais qui sont positifs. Et quand vous regardez la littérature anglo-saxonne, la littérature américaine, vous n'avez aucune mention de l'utilisation de cette plante. Donc moi, je pense que, si vous voulez, ça illustre parfaitement bien cette espèce de barrière qui est encore une barrière liée à la langue. Et je pense que c'est un des objectifs de notre centre de développer ce genre d'approche qui est intéressante pour les deux parties. Comme je vous disais, on a des projets ou des essais en cours en neuro-oncologie
en neurologie, en particulier sur toutes les affections démyélinisantes, comme la sclérose en plaques. Et là encore, ces approches de médecine chinoise, en particulier massage dans la sclérose en plaques, ces approches ne visent pas comme objectif principal à modifier le cours de la maladie, mais sont essentiellement des soins de support pour une amélioration de la qualité de vie. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans tous les essais, vous savez, vous avez des grandes méta-analyses des essais contrôlés sur la médecine chinoise. Ça s'appelle les méta-analyses Cochrane. Quand vous regardez toutes ces méta-analyses, ce qui est très très intéressant, c'est que sur le cours évolutif de la maladie, vous n'avez pas beaucoup d'effets. Que vous preniez la maladie de Parkinson, que vous preniez... Vous n'avez pas des essais cliniques qui sont positifs. Par contre, quand vous regardez dans ces essais les objectifs secondaires des essais, vous vous apercevez que pour tout ce qui est qualité de vie, douleur, etc., tout ce qui est symptômes qui sont en rapport avec la qualité de vie, vous avez en général des résultats extrêmement significatifs. Donc voilà pour la recherche clinique. Pour l'enseignement, pour l'enseignement, on a commencé à la base, le deuxième cycle. On a créé un enseignement de 8 heures, qui est 8 heures, c'est rien, mais c'est le premier enseignement en France sur les médecines alternatives et complémentaires et la médecine chinoise pour des étudiants, pour leur dire, ben voilà, il existe autre chose que la médecine universitaire. On ne vous encourage pas à la faire, on vous dit simplement que ça existe, on ne vous donne pas les procédures, et puis on espère que vous ferez le développement le plus scientifique possible, le plus technique possible pour les patients. Et puis, on a un enseignement de 3e cycle, dont Binchkai Liu, qui est ici présent, est responsable. Binchkai est un professeur de médecine traditionnelle chinoise de Nankin, et il illustre parfaitement cette collaboration, cette coopération qui est extrêmement intéressante, puisque Binchkai a passé 6 ou 7 ans à l'INSERM. Il a travaillé sur la cancérogénèse du foie, les cancers du foie induits par les virus, et il a accepté de quitter cette recherche extrêmement pointue dans les organismes français pour rejoindre notre centre intégré et travailler sur l'implantation de la médecine chinoise dans notre hôpital. Alors le soin, vous allez me dire, mais est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Parce que finalement, c'est votre question. Comme je vous disais, peu d'évidence que nous ayons une efficacité sur le cours évolutif de la maladie. Je n'ai pas les compétences pour vous dire s'il y a des indications dans le domaine de l'immunité, dans le domaine du cancer, et je n'ai pas non plus les compétences pour critiquer l'avis des médecins chinois qui vous disent qu'il y a des indications authentiques dans ces affections sur le cours évolutif de la maladie. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est frappant. Nous avons en néphrologie, pour les maladies rénales, nous avons un certain nombre de maladies rénales qui sont traitées par la corticothérapie. Et au long cours, nous laissons à ces patients certaines doses de corticoïdes. Les médecins chinois avec lesquels je travaille m'assurent qu'avec un certain nombre de plantes, ils arrivent à abaisser ce seuil de corticoïdes, ce qui est un résultat fantastique, parce qu'à ce moment-là, les complications de la corticothérapie sont beaucoup plus faibles. Donc vous voyez que tous ces domaines exigeraient bien évidemment des recherches complémentaires. C'est encore balbutiant. Mais sur le fond, qu'est-ce qui reste actuellement? Alors, il y a sûrement des indications, entre guillemets, béton. Si vous prenez dans le domaine de la maladie chronique les douleurs lombaires basses et l'acupuncture, il faut savoir que même le NICE, qui est l'office d'évaluation anglais, est vraiment le plus sévère, il a reconnu comme indication que l'acupuncture était efficace dans le traitement des lombalgies chroniques. Un autre essai absolument, ça vous situera très bien, à mon avis, la place des médecines traditionnelles, de ce genre de médecine traditionnelle. Prenez la maladie de Parkinson.
maladie de Parkinson, nous, à la Pitié-Salpêtrière, oh là là, ils ont des tas de médicaments absolument fantastiques. On leur met même on leur implante des stimulateurs, etc. Ça, c'est notre médecine conventionnelle, avec de remarquables résultats. Il n'empêche qu'il y a un essai très récent dans le New England Journal of Medicine, qui est le pompon dans le domaine de la science médicale. Vous publiez dans le New England, dans le Lancet ou dans le British, vous avez le pompon. Bon. Eh bien, un article très récent du New England Journal of Medicine montre très bien que des techniques corps-esprit, et là c'était le tai chi, c'était pas le qigong, c'était le tai chi. Le tai chi réduit de 50% les chutes chez les patients parkinsoniens. Bien évidemment, ça ne guérit pas le Parkinson, mais il n'empêche que ces techniques, si elles sont associées à un bon traitement du Parkinson, en particulier pour la rééducation de tout ce qui est l'équilibre, pour la reprise en compte du corps, pour la sensation, si vous voulez, cette sensation qui est finalement la recherche des techniques corps-esprit en médecine chinoise, qui est cette sensation entre deux liens, mais là, Binchkai Liu vous en parlerait bien mieux que moi, de lien entre la terre et le ciel, la verticalité. Si on arrive à obtenir ce genre de résultats, ce sont des résultats absolument remarquables. Les mêmes résultats sont observés pour les chutes chez les patients âgés. Vous savez que les chutes à l'hôpital public, c'est une catastrophe. Les chutes, on a ici des infirmières qui sont bien au courant que la chute, c'est un drame en milieu hospitalier. Eh bien, chute chez les personnes âgées, nette efficacité, indication clinique tout à fait intéressante des techniques corps-esprit. À la limite, c'est plus difficile d'interprétation, mais les fibromyalgies, vous savez que c'est une maladie extrêmement qu'on ne connaît pas bien, on ne sait pas bien quels sont les éléments du diagnostic, etc. Mais ce sont des douleurs extrêmement invalidantes, et là encore, des techniques type acupuncture ou technique corps-esprit. Et puis je ne vous parle pas du cancer, mais il faut savoir qu'en cancérologie, les soins de support, alors par exemple, si vous prenez le service de David Kayat à la Pitié-Salpêtrière, vous trouvez tous les soins de support. Vous trouvez l'acupuncture, les techniques corps-esprit, tous les soins de support. D'ailleurs, pas seulement en médecine chinoise, puisqu'ils ont aussi des sophrologues, ils ont de l'hypnose, etc. Autrement dit, je pense qu'ils ont été, pour les soins de support, les premiers à répondre à la demande des patients. Et vraiment, dans ce domaine, ils étaient pionniers. Quand vous avez des grands congrès aux États-Unis de cancérologie, vous avez une session qui est médecine chinoise, ou vous avez une autre session, autre médecine alternative et complémentaire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Eh bien, on a fait des échanges de praticiens, et ça, c'est extrêmement positif. On a envoyé des externes à Shanghai, à Nankin. On a reçu des praticiens chinois. Et c'est d'ailleurs très intéressant, cette réception de praticiens chinois, parce que ils nous ont mis dans une drôle de situation. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu frustrés de ne pas faire leur médecine traditionnelle chinoise. Il faut peut-être introduire un peu plus quelles sont les études. Vous avez deux filières en Chine sur la médecine. Vous avez un tronc commun, et puis ensuite vous avez des études de médecine traditionnelle chinoise et des études de médecine conventionnelle. Grosso modo, la durée des études dans les deux bras de l'arbre, c'est à peu près, grosso modo, 6 ans. Tu me contrediras tout à l'heure, Binchkai, si c'est pas ça, mais je crois pouvoir dire que c'est grosso modo 6 ans. Avec du post-gradué qui est comme en France de 3 ou 4 ans en fonction de votre spécialisation, parce que vous avez des spécialisations en acupuncture, vous avez des spécialisations dans des tas de techniques. Donc ils ont des durées de formation qui sont pratiquement identiques, et on en parlait avec M. Santini juste à l'instant, dans des centres universitaires. La Pitié-Salpêtrière, nous ne faisons que 32 hectares au sol. Si vous voyez l'université de médecine traditionnelle chinoise de Nankin, c'est un palais par rapport à notre Pitié-Salpêtrière. Et puis le dernier point, c'est la communication. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est d'essayer d'avancer ensemble dans ce domaine. C'est un site qu'on a monté, un site internet qui présente cette médecine traditionnelle chinoise.
Et puis un élément qui a été extrêmement important, c'est qu'en effet, comme le disait Madame Vessia, c'est le cinquantenaire. On a été labellisé au titre du cinquantenaire. Ce cinquantenaire, c'est donc le général de Gaulle qui reconnaissait il y a 50 ans la République populaire de Chine. Et il va y avoir un certain nombre de cérémonies, et nous, on a été labellisés comme un des centres participants à ce cinquantenaire, et on organise plusieurs congrès en Chine fin novembre et début décembre. Voilà, je crois qu'il faut que je conclue. Et puis on passera aux questions si vous en avez. Si vous avez des questions pointues, je me défausserai sur professeur Binchkayu. Comment conclure ? Pour moi, si vous voulez, quels sont les éléments moteurs de cette réflexion ? Les éléments moteurs de cette réflexion, pour moi, c'est la voix des patients. Il y a une demande. C'est pas possible. On est des médecins. On ne peut pas s'isoler, se draper dans notre connaissance scientifique, dans nos essais contrôlés, et dire qu'il n'y a rien d'autre que la médecine conventionnelle. Et ça me paraît extrêmement important. Il faut répondre à cette demande. Il faut l'étudier. Il faut enseigner la nécessité de l'étudier à nos étudiants. Et dans la mesure du possible, il faut l'intégrer à notre soin si les résultats sont positifs. Et ça va dans un courant hospitalier qui est très fort. La place du patient à l'hôpital s'est considérablement modifiée avec la loi patient il y a 4 ou 5 ans, avec la création des maisons de santé à l'intérieur des hôpitaux, avec la représentation des associations de patients à l'intérieur des conseils exécutifs d'hôpitaux. Vous avez une modification profonde de la place du patient à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, il faut répondre à ça. Le deuxième point qui pousse, le deuxième élément moteur, c'est que nous avons, et ça je ne peux pas obligatoirement prendre à mon compte cette stratégie, c'est la recherche à tout craint de la sécurité. On vit avec cette histoire de principe de précaution. Ce principe de précaution a considérablement modifié nos fonctionnements dans le sens sécuritaire. Ça a sûrement du bon en termes de qualité et de sécurité à l'intérieur de l'hôpital. En termes de recherche, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais cette sécurité, elle va très loin. Et vous avez vu, d'ailleurs, ce sont des événements qui sont extrêmement importants. Vous avez vu le retrait du marché d'un grand nombre de spécialités pour des problèmes de sécurité ces dernières années. Je pense que ça entretient, parmi les patients, parmi nous tous, un certain doute vis-à-vis du médicament, qui a quand même été un des éléments de la thérapeutique majeure sur les dernières années. Et ce doute, à mon avis, crée un certain report sur ces médecines, sur ces réflexions. Bon, à nous de gérer ce report, à nous de voir s'il peut y avoir des épargnes médicamenteuses. Moi, personnellement, je le pense. Dans le domaine de l'antalgie, par exemple, indiscutablement, une meilleure approche par des techniques alternatives et des techniques de médecine chinoise peut créer une épargne médicamenteuse. Mais à nous d'en faire la démonstration et de pouvoir le proposer ultérieurement. Et puis il y a un dernier point, c'est la réflexion européenne. On est vraiment très très à la traîne. Quand vous voyez la Grande-Bretagne, quand vous voyez l'Allemagne, quand vous voyez l'Italie qui a construit un certain nombre de grands centres de prise en charge par des médecines de type médecine chinoise, en particulier en oncologie, la réflexion elle est extrêmement faible en France. Les freins, les freins, c'est notre tissu. C'est notre tissu médical. Nous sommes, là encore, nous sommes profondément cartésiens avec tous les bénéfices que ça a apporté. Et si vous voulez, la recherche de cette démonstration d'efficacité a, à mon avis, trop sectorisé l'hôpital.
Si vous avez une maladie rénale, vous êtes en néphrologie. Mais si jamais on vous trouve un problème respiratoire, pof, on vous envoie en pneumologie. Ah, puis en pneumologie, vous avez du mal à respirer, on vous envoie dans le service de réanimation. Et puis vous n'avez pas de dossier commun. Vous n'avez pas de dossier commun, Pitié-Salpêtrière, ça fait 20 ans qu'on devrait avoir un dossier commun. Réglementairement, c'est dans la loi. Pitié-Salpêtrière, le patient, un dossier. Eh bien, vous allez à Pitié-Salpêtrière, le type, il se retrouvera avec 5 dossiers dans 5 services différents. Et là, il y a la nécessité quand même au niveau hospitalier d'une réflexion, d'une prise en charge plus globale, d'une réflexion plus globalisée. Et peut-être que ces activités qui sont très transversales, parce que finalement, ça n'est pas dépendant d'une activité, ces activités très transversales sont susceptibles de favoriser une réflexion commune. Alors, le dernier point, je voudrais finir sur deux notions qui, à mon avis, sont fausses. Premièrement, c'est le terme de médecine douce, et le deuxième point, c'est le terme de médecine sans médecin. Le premier, c'est médecine douce. Ces médecines ne sont pas douces. Pour plusieurs raisons. Elles auront sûrement des effets indésirables au fur et à mesure qu'on les étudiera. Elles en ont déjà, parce que vous savez que les plantes, il y a eu des catastrophes. Il y a eu, il y a une dizaine d'années, importation de plantes de médecine chinoise en Belgique. On a eu très très peu de cas en France. Importation de plantes de médecine chinoise. Ces plantes étaient contaminées par un champignon qui s'appelle l'aristoloche, qui est parfaitement connu pour être hépatotoxique et néphrotoxique et cancérogène. Et vous avez une centaine de femmes qui ont pris ces médicaments pour maigrir. Voilà les gentilles médecines douces, les gentilles plantes chinoises. Une centaine de patientes qui se sont retrouvées hémodialysées avec des tumeurs de la voie excrétrice, néphrectomie, cystectomie totale, etc. Voilà la médecine douce. Ces médecines ne sont pas douces, ce sont des médecines. Et donc le terme de médecine douce, il faut à mon avis s'en méfier considérablement, y compris sur l'idée de perte de chance. C'est-à-dire que si ces médecines sont mal appliquées ou sont appliquées hors d'un bon diagnostic, avec une prise en charge bien globale, on peut perdre une chance de se confier à de telles médecines par rapport à une médecine conventionnelle. Donc ces médecines ne sont pas douces. Et deuxièmement, ce ne sont pas des médecines sans médecin. Du moins, ça ne devrait pas être des médecines sans médecin. Si vous regardez les tabloïds des 3 ou 4 dernières années, ça fait florès visiblement dans la communication. Ils adorent ça, les journalistes. Alors là, on a un succès, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, ils vous mettent en première page la médecine chinoise. Et puis, l'accroche, ce n'est pas médecine chinoise, c'est une médecine sans médecin. Et ça, je crois que c'est profondément dangereux. Je crois que ce qu'il faut que nous arrivions à réaliser, c'est une médecine intégrant d'autres médecines, une médecine, ce qu'on appelle intégrative, mais ce n'est pas une médecine sans médecin. C'est une médecine où le conseil médical persiste et le suivi médical persiste. Voilà, j'espère que je n'ai pas été ni trop court ni trop long. Et sur le plan global, je peux répondre à toutes vos questions. Et sur la médecine chinoise, si vous avez des questions perfides, je transmettrai à mon ami Binchkai Liu, qui lui sait tout sur la médecine chinoise pour l'avoir enseignée et pratiquée. Ah, il faut que j'éteigne. Le sifflet. Allez, qui se lance? J'imagine que vous avez plein de questions. Monsieur, allez-y. Bonjour. En France, on a de plus en plus de problèmes d'allergie. Est-ce que la médecine chinoise peut nous aider? Alors, il y a en effet dans le domaine... oui, on a de plus en plus d'allergies et c'est vraiment... Ça, épidémiologiquement, c'est parfaitement bien défini. Il y a une courbe croissante des allergies, notamment des allergies respiratoires. Et il y a un certain domaine qui est le domaine des rhinites allergiques, où à la fois il y a eu des traitements et des indications qui ont été définis pour les plantes et pour l'acupuncture.
Ce n'est pas dans notre champ d'investigation actuel, mais c'est tout à fait. Bonjour. Alors moi j'ai une question, j'aurais souhaité savoir comment... Est-ce que vous pensez que l'industrie pharmaceutique pourrait être réfractaire à ces nouvelles médecines avec moins de ventes d'antalgiques, etc. C'est une question très difficile. Honnêtement, au niveau de développement, au niveau de l'insertion actuelle de ces médecines, je ne pense pas que l'industrie pharmaceutique ait de grandes craintes à avoir. Je pense que l'industrie pharmaceutique, actuellement, elle est en face d'un problème qui est beaucoup plus important, qui est le problème de la réelle démonstration de l'efficacité, de la sécurité. C'est-à-dire que si on regarde les 50 dernières années, lorsque un industriel présentait un dossier dans une agence d'enregistrement, qu'elle soit française, européenne ou bien la FDA, etc., finalement, grosso modo, on lui demandait pour un nouveau principe actif 10 000 patients étudiés. Et puis, avec ces 10 000 patients, son objectif principal, c'était de démontrer l'efficacité. Et ce qui est certain, c'est que dans les années qui viennent, la bascule les choses vont changer et les méthodologies vont changer. On demandera vraisemblablement beaucoup moins de patients pour démontrer l'efficacité et par contre beaucoup plus de cohortes pour essayer de mieux cerner la sécurité avant même l'autorisation de mise sur le marché. Donc je pense que ce sont des modifications internes à l'industrie pharmaceutique qui sont beaucoup plus importantes. Je crois que par contre, elle peut avoir des intérêts, oui, pour voir s'il y a des synergies, s'il y a des interactions entre en particulier plantes ou entre des techniques corps-esprit et les consommations médicamenteuses. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Oui. Oui, bonsoir. Moi, j'avais plusieurs questions. C'était savoir si finalement, en fait, comment traiter des cancers en Chine, si on part sur, si on considère que la médecine traditionnelle chinoise s'applique particulièrement en Chine. Est-ce que la chimiothérapie existe en Chine? Ensuite, c'était de savoir si les cancers... Ok, je finirai après alors. Après, on vous proposerait, mais au fur et à mesure, vous savez, avec l'âge, l'esprit, on a du mal à emmagasiner toutes les questions comme ça. Donc sur cette question très simple, et on pourra passer la parole à Binchkai qui a peut-être... Tu as compris la question? Ouais. Je passerai la parole après à Binchkai sur le fond, sur la prise en charge du cancer en Chine. Mais pour avoir visité un certain nombre d'hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, en fait, l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise, c'est une double prise en charge très souvent. C'est une prise en charge tout à fait conventionnelle, avec des techniques de médecine traditionnelle chinoise par ailleurs. Si vous visitez le service du professeur Sun, qui est néphrologue à l'hôpital de Nankin, vous y trouverez de l'hémodialyse, vous y trouverez de la dialyse péritonéale, vous y trouverez de la transplantation rénale, et puis vous y trouverez aussi, en particulier pour un certain nombre de symptômes, des techniques tout à fait acupuncture, moxibustion, en particulier, et bien évidemment diététique et plantes. Autrement dit, notre vision actuelle est de dire dans un secteur, dans un domaine comme le cancer, actuellement en France, travaillons déjà sur la médecine chinoise comme soin de support, comme soin d'aide, la fatigue, les vomissements au cours de la chimiothérapie. Et là, il y a eu de nombreux essais qui ont été réalisés, dont certains qui sont, pour les vomissements, très positifs. Et puis, sur le cours évolutif de la maladie, je pense que Binchkai peut éventuellement parler sur cancer en médecine traditionnelle, cancer et médecine traditionnelle chinoise, dans ton expérience sur le fond.
Et en fait, comme Alain parlait, pour le traitement en Chine aussi, la première recommandation aussi, c'est la chirurgie ou la chimiothérapie. Ça dépend les symptômes et les patients. Mais vous savez, pendant le traitement conventionnel, toujours, il a des effets secondaires où des patients, il est difficile de passer les chimiothérapies, etc. Dans ce cas-là, les patients, souvent, ils choisissent la médecine chinoise pour plus facile passer les chimiothérapies et éviter des effets secondaires. Aussi, dans le traitement, souvent ça existe, il y a des patients qui ne répondent pas au traitement chimiothérapie. Dans cette population-là, souvent les patients aussi choisissent la médecine chinoise. Et aussi, souvent, il y a des patients qui ont des problèmes de sécurité, etc. Il a perdu la chance pour opérer ou chimiothérapie, c'est trop dur. Dans ce cas-là, en France, je pense dans la médecine conventionnelle, on passait en traitement palliatif, etc. Mais en Chine, les patients, toujours, il y a des espoirs pour courir sur la médecine chinoise. Mais bien sûr, sur les effets, pas beaucoup. En général, entre 3 ou 5% pour les patients qui ont perdu la chance d'opérer ou chimiothérapie. Si on fait une statistique, ça ne donne pas grand sens, mais pour les patients, il y a un grand bénéfice. Vous voyez la difficulté, je crois que cette discussion montre bien la difficulté de cette réflexion et de cette implantation d'une autre médecine. C'est-à-dire que nos mots ne sont pas les mêmes. Et si vous voulez, le médecin cartésien, il va dire en seconde ligne de chimiothérapie après échec, avez-vous des données statistiques? Et là-dessus, Binchka, il va me répondre non, j'ai pas de données statistiques. Donc c'est à ce niveau-là que se situe la discussion. Hein. C'est comment accepte-t-on ça? Dans quel contexte culturel? Et il est évident que le contexte culturel de la France, c'est pas la Chine. Autre question. Est-ce qu'on classifie les cancers en Chine comme on le ferait de façon cartésienne en France? Enfin, on parle de cancer de l'estomac, cancer du foie, cancer du machin. Et est-ce qu'après, finalement, on a des études qui savent comparer, je dirais, des réussites entre différents traitements qui n'ont rien à voir? Moi, je crois que je peux vous répondre à deux niveaux. D'abord, premièrement, sur la classification, bien évidemment, la classification, c'est exactement la même. Mais ça, c'est du domaine de la médecine conventionnelle, ça n'est pas du domaine de la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les statistiques, une fois que vous avez classé comme ça en cancer par organe, les spécialistes se comprennent très bien, chinois ou français ou américains. Là où on a d'énormes difficultés, c'est dans le domaine spécifique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire quand le patient est vu avec l'œil d'un médecin traditionnel chinois, quel que soit le diagnostic, quel que soit le diagnostic de cancer. Et là, il faut bien voir que la grande difficulté, si vous voulez, c'est que la conception, la manière dont le médecin de médecine traditionnelle chinoise voit son patient est intraductible. Il y a une nomenclature des termes médicaux de médecine traditionnelle chinoise qui a été traduite en particulier par Madame le professeur Mian Chengzhu et par le professeur Jean-Raymond Attali il y a quelques années. Et cette nomenclature, qui est une nomenclature, j'aurais tendance à dire, purement littéraire, d'abord et avant tout, plus littérale que littéraire, est de compréhension extrêmement difficile parce qu'ils partent d'un même symptôme, mais finalement ils le globalisent très vite. Et donc on arrive à des espèces de syndromes que nous ne comprenons pas si nous n'avons pas une culture de médecine traditionnelle chinoise. Donc il y a les deux. Hein, il y a les deux. Quand je vais en Chine et que je parle avec eux, je leur dis mais la médecine intégrative, c'est vous qui l'avez réussi. Hein, c'est évident. Vous avez dans tous vos hôpitaux, vous avez la médecine conventionnelle et vous avez en plus la médecine chinoise. Et donc c'est un peu pour vous situer le niveau de la réflexion. Et ma dernière question, donc pour le moment justement, c'est comment dans un hôpital français vous traduisez ça? Comment concrètement à la Pitié vous arrivez à mettre une touche
une touche de médecine traditionnelle, ou beaucoup de touches peut-être, dans un service comme l'oncologie qui est typiquement ultra réfractaire. Et effectivement, quand on lit des guides d'oncologie dans lesquels c'est écrit noir sur blanc, attention aux plantes et attention aux médecines qui doivent s'appeler douces dans ce genre de guide, on est hyper surpris de pouvoir entendre un autre discours en fait. Non, je pense que c'est pas un enthousiasme massif du côté du conseil exécutif, du comité exécutif de la Pitié-Salpêtrière, je m'empresse de vous dire. Ce qui est plus net, c'est qu'il n'y a pas de caractère réfractaire. Le deuxième élément, si vous voulez, c'est que contrairement à ce que vous dites, dans le domaine des soins de support, pour tout ce qui vise à améliorer le confort, le bien-être du patient dans un service de cancérologie, les cancérologues sont très très en avance là-dessus. Très très en avance là-dessus. La réflexion, elle est, si vous voulez, d'abord, premièrement, elle sera progressive. Et la réflexion, elle doit se faire dans d'autres domaines. J'étais il y a quelques mois en Allemagne sur un congrès de médecine intégrative et on voit très bien comment il fonctionne. C'est-à-dire que si vous prenez une indication comme reflux gastro-œsophagien, ça vous dira peut-être quelque chose, c'est le pyrosis, c'est cette sensation d'aigreur qui remonte de l'estomac, si vous voulez, dans la bouche parce qu'on a une hernie hiatale. Bon, c'est extrêmement fréquent, hein. C'est grosso modo 30% de la population a eu un reflux gastro-œsophagien dans sa vie. Eh bien, lorsque l'on voit une pathologie comme ça, leur société savante, la société allemande de gastro-entérologie fait un algorithme de décision, c'est-à-dire que vous partez du symptôme et là, elle inclut, lorsque la pathologie est bénigne, des techniques alternatives et complémentaires. Nous sommes très très loin de ça. Nous sommes très très loin de ça. La réflexion n'a pas du tout pénétré nos sociétés savantes. Mais sur un groupe hospitalier, si vous voulez, d'abord il y a le phénomène de personnalité. C'est pas pour me mettre en avant, mais c'est la réalité. Lorsqu'un médecin comme Baumlou, qui fait de la néphrologie depuis 35 ans dans ce groupe hospitalier, s'intéresse à la médecine chinoise, ça les questionne quand même. Ils se disent « Oh, tiens, c'est curieux quand même ». On sait qu'il est un peu marginal, mais enfin quand même à ce point-là. Donc il y a une question de personnalité. Et puis en fait, je pense qu'il y a une modification, il y a une très nette modification des intérêts et des... Madame, allez-y. Il y a aussi Moi, je voudrais qu'on me rappelle la plante qui remplace la cortisone. Ah, je la connais pas. Je la connais pas. Je connais bien Abdelshot maniote, qui est la plante qui ralentit la vitesse de détérioration de la fonction rénale. Mais Binchkai pourra peut-être vous répondre sur ce qu'utilise le professeur Sun dans les syndromes néphrotiques corticodépendants. C'est compliqué en fait, ça revient sur la conception de médecine chinoise. Vous utilisez des plantes, même vous utilisez toujours le même traitement corticoïde dans toutes les populations, mais votre terrain, votre constitution sont différents. Donc chaque personne, son formule, c'est pas le même. Il faut voir votre situation actuelle pour faire un traitement, ouais. Pour réduire la dose de corticoïdes. Ouais. D'accord. Mais il existe aussi une plante, par exemple, pour traiter la thyroïde, comme on traite la cortisone. Est-ce qu'il existe une plante chinoise qui traite la thyroïde, par exemple? Oui, je pense pour la maladie thyroïdienne, c'est aussi, ça rentre dans le domaine beaucoup immunologie ou auto-immune. En Chine, parfois, pour le plante, c'est comme des traitements, on dit, hormones thyroïdiens. C'est très risqué parce que le dosage est assez important. Du coup, on utilise beaucoup l'acupuncture. L'acupuncture, il a introduit rien de principe actif. Donc, il provoque la régularisation automate dans votre corps. C'est votre corps qui est régularisé. L'acupuncture, il a des effets très favorables. Voilà. Et aussi, il n'y a pas d'effets secondaires pour altérer le traitement hormones. Voilà. D'accord, merci beaucoup. La réponse de Binchkai vous montre la difficulté de nos discussions. Lorsqu'il vous dit c'est un traitement individualisé au patient, c'est exactement ce que disent les homéopathes.
C'est un traitement individualisé au patient. À partir du moment où on dit c'est un traitement individualisé au patient, le médecin cartésien il dit mais alors c'est impossible de faire un essai clinique contrôlé. Et donc c'est le fond du problème. C'est le fond du problème et c'est vrai que les plantes qu'ils utilisent, d'abord premièrement nous n'arrivons pas à les importer, donc ce qui simplifie le problème. Mais deuxièmement, localement même, il est extrêmement difficile d'avoir une réponse binaire comme c'est telle plante. Question là-haut. Oui, j'ai pas vu cette étude là du New England sur Tai Chi et Parkinson, qui quand même qui interpelle. Mais je me posais la question déjà de l'aveugle Tai Chi, non Tai Chi, dans un traitement conventionnel anti-parkinsonien. Donc la question c'est, est-ce que pour contrebalancer l'impact positif placebo du geste supplémentaire de médecine traditionnelle chinoise, est-ce que l'amélioration de la qualité de vie a été faite sur un temps suffisamment long qui permet de contrebalancer cet effet placebo? C'est tout le problème de l'effet placebo que ma chère Béatrice, je t'ai reconnu bien que tu sois au bout, que tu poses. Et c'est le même problème que l'évaluation du placebo dans l'acupuncture. Moi, ma réponse à ça, c'est que vraisemblablement tous les travaux que nous mènerons dans le domaine de ces médecines alternatives feront faire des progrès sur exactement quelle est l'ampleur et quelle est l'importance du placebo dans la réponse clinique. Quand même, la chute, c'est quand même un élément, un outcome fort dans un essai clinique. Et une réduction de chute de 50%, quand on voit les conséquences d'une chute chez une personne âgée ou chez un parkinsonien, c'est un élément extrêmement important. Ça amène une autre conséquence, parce que je vais dans ton sens. On pourrait aussi me poser la question, mais vos techniques corps esprit, tai chi et qigong, est-ce que ça fait mieux que la kinésithérapie? Est-ce que ça fait mieux que le recours au kinésithérapeute qui va soit effectuer des massages, etc. Alors nous avons développé un certain nombre de relations avec le service de réadaptation fonctionnelle de la Pitié-Salpêtrière, mais c'est un vrai problème. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs pour compliquer la discussion, c'est que vous avez un grand nombre de kinésithérapeutes qui sont formés à des techniques de médecine chinoise et qui les utilisent, que ce soit le massage, le qigong ou le tai chi. Donc c'est pas facile. La réponse n'est pas facile à ta question. Oui. Oui. Moi, je voulais vous parliez d'un problème de formation des médecins et vous disiez qu'il n'y avait que 8 heures au deuxième cycle. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus d'heures? Qui décide? Et à la demande de qui? Et j'ajoute, est-ce que c'est seulement les facultés parisiennes ou c'est... C'est France. C'est France. C'est France. Hein. Nous sommes le seul à avoir un enseignement de deuxième cycle. Alors, qui décide? C'est le doyen. Alors, j'avais un doyen, alors franchement, la médecine chinoise, Baumelot, on n'a rien à foutre. Hein. Bon, et puis finalement, au bout d'un certain temps, je ne sais pas ce qu'il a décidé. Il y a 3 ou 4 ans, il a dit « Oh, c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée. » Donc voilà. Voilà qui décide, c'est le doyen. C'est le doyen. En fait, si vous voulez, j'aurais dû vous parler beaucoup plus d'une initiative du doyen Cornillot de Paris 13, il y a une 30aine d'années, qui a vraiment ouvert la voie. Et le professeur de santé publique de l'époque, qui s'appelle Antoine Lazarus, ce sont des individus qui ont mis très tôt ces enseignements de médecine alternative et complémentaire. Malheureusement, ça n'a pas réussi à pénétrer le tissu hospitalier et en particulier l'hôpital Avicenne. Je crois qu'un des gros intérêts de notre expérience, c'est que Pitié-Salpêtrière et Paris 6, si vous voulez, c'est un même lieu. Il y a une très grande proximité entre
la faculté de médecine Pierre et Marie Curie et le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, ce qui permet justement une réflexion commune. Paris 13, vous aviez des enseignements de médecine traditionnelle chinoise depuis 20 ans. Et il faut savoir que tous les enseignements pratiquement de médecine alternative et complémentaire de Paris 13 ont cessé il y a quelques années pour des problèmes essentiellement financiers. Donc c'est faux de dire on n'est pas du tout des pionniers. Hein. La réflexion, ils l'avaient depuis bien longtemps. Ils n'avaient pas transformé l'essai. Et le Dumétrac, qui était l'enseignement de médecine traditionnelle chinoise de Paris 13, nous l'avons repris à Paris 6. Nous l'avons un peu modifié, nous l'avons raccourci, mais c'est vraiment un diplôme d'université extrêmement sérieux et qu'on doit à notre ami Binchkai. Madame. On n'a pas évoqué la place de la chronobiologie, à la fois dans le traitement médicamenteux et dans l'alimentation, ni parler de ce qui est l'équilibre acido-basique. Et dans ces problèmes-là, quel est le travail de nos amis chinois? Oui, en fait, pour la chronobiologie, c'est une branche de la médecine chinoise. Aussi, la médecine chinoise beaucoup respecte le rythme de la vie, de la nature. Mais pour la étude en essai clinique ou mis en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, Alain parlait de Madame Zhu, le professeur Zhu Miansheng. Vraiment, il est perfectionné que sur l'acupuncture. Comment dire, temps, espace et temps, c'est-à-dire spatial et temporaire, l'acupuncture. Il piquait les points en fonction de quelle heure l'énergie qui circule. Mais en France, vous savez, à l'INSERM, il y a une unité de Francis Levy qui étudie beaucoup le chronobiologique sur à quel moment on fait la chimiothérapie pour les patients soumis au cancer. Mais pour la médecine chinoise, en acupuncture, on utilise beaucoup cette technique ou cette théorie. Je pense oui, mais pour nous, on n'a pas très spécialisé. Pour acupuncture, c'est très utilisé, cette théorie. Mais aussi, c'est très efficace. Il y aurait sans doute une réflexion à mener sur l'incidence de l'heure à laquelle on prend les médicaments. Tout à fait. Surtout sur des maladies, par exemple, chroniques, qui ont eu un accident ou provoqué à l'heure précise. Dans ce cas-là, l'acupuncture, il peut débloquer très rapidement. Et ouais. Sur l'association médicaments, traitement, alimentation. Je pense aussi que c'est utile, mais pour nous, c'est un peu... travail qui n'est pas fait, qui n'a pas été fait et qui... Dans le domaine du médicament, vous avez beaucoup de choses. Quand un industriel développe un nouveau principe actif, je ne dirais pas qu'il fait systématiquement des études chronobiologiques, mais par contre, sur les interactions avec les principaux aliments, vous retrouvez beaucoup de données. Sur la chronobiologie, sur l'équilibre acido-basique, là, vous permettrez à un néphrologue, là, on en parlera tout à l'heure après, hein, parce que l'équilibre acido-basique, j'en connais un peu. Mais la chronobiologie, donc... a été étudié sur le plan des médicaments. C'est un domaine que nous ne voyons absolument pas actuellement dans notre centre de médecine chinoise, dans nos essais, c'est vrai. Allez-y. Au sujet des acouphènes, j'aurais voulu savoir s'il existe, non pas un traitement, parce que de traitement pour les acouphènes, il paraît que ça n'existe pas, mais certainement peut-être des techniques issues de la médecine chinoise pour améliorer la qualité de vie des patients qui souffrent de ces acouphènes. Et acouphènes, c'est un petit problème, mais ça affecte beaucoup de monde. Aussi, c'est difficile de traiter. En fait, c'est vrai, en Chine, pour les acouphènes, il y a différentes causes pour les jeunes ou
arriver d'un coup, c'est des cas urgents, c'est plus facile de traiter. Pour les gens plus âgés ou de la naissance, c'est plus compliqué. Mais quand même, même en France, j'ai vu, il y a des cas très surprenants pour les enfants qui, depuis 6 ans, il a toujours fait un dépistage, il a eu un acouphène ou perdu l'acuité. Mais après une séance, l'enfant qui peut améliorer beaucoup. Avant, il a que pour lire le lèvre. Mais après une séance, il n'a pas besoin de lire. Mais c'est quand même, il y a des effets, on peut améliorer grâce à l'acupuncture. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment dans le domaine de l'evidence-based medicine beaucoup plus de données sur médecine chinoise et acupuncture que sur les vasodilatateurs cérébraux que nos chers ORL prescrivent largement depuis 30 ans et pour lesquels il n'y a jamais eu la moindre efficacité, jamais eu la moindre évidence d'efficacité. Autrement dit, acouphène, c'est vraiment difficile. Il y a par contre un domaine ORL qui est particulièrement important, c'est les paralysies faciales. L'acupuncture dans les paralysies faciales est vraiment, j'ose à peine dire, une efficacité sur la récupération. Il faudrait que j'ai fait des essais, il faudrait que je connaisse parfaitement la littérature sur ce point. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous visitez un service de neurologie en médecine traditionnelle chinoise, vous avez des salles entières, des rangées de patients qui sont là pour une paralysie faciale qui a l'air extrêmement fréquente en Chine et qui est traitée par acupuncture. Vertige aussi, dans le domaine du vertige, les techniques corps-esprit, tai chi, qigong, sont un domaine d'ORL qui d'ailleurs a été développé à la Pitié-Salpêtrière. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, quelqu'un qui n'a pas encore parlé, madame. Au niveau des acouphènes, en fait, le shiatsu peut aussi avoir une influence assez notable, en fait. Bon, et c'est là, sur cette réponse, on peut peut-être rester là, mais ça montre bien la difficulté du travail. Qu'est-ce que c'est qu'une influence notable quand on est un médecin scientifique cartésien qui demande des essais prospectifs contrôlés? Donc voilà notre boulot, quoi. Voilà. Une dernière question là-haut, et une dernière. Et après, on clôt le débat. Est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour on soit traité pour le corps globalement et non pas organe par organe? Est-ce que vous avez espoir, vous? D'abord, premièrement, moi, je ne veux pas noircir la situation de la médecine conventionnelle. Je pense que vous avez de très nombreux services hospitaliers très pointus qui ont quand même des prises en charge globales et qui en particulier ont des secteurs médico-sociaux qui sont extrêmement bien développés, permettant la réinsertion du patient, etc. Donc ça, je pense. Votre vœu, moi, alors là, franchement, si je m'intéresse à ce domaine-là, c'est vraiment mon vœu aussi. Il me semble que la première des choses pour avoir une médecine globale, une médecine vraiment globale, c'est d'avoir un dossier unique. Et que ce dossier unique, il soit dans les mains du médecin traitant. On est en train de réussir le dossier pharmaceutique unique. Ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on pourra partir de ce dossier pharmaceutique unique pour avoir un dossier médical unique et construire des réseaux autour du médecin traitant de ville? C'est un espoir. Mais dans l'état actuel, on en est loin. Et je ne crois pas que la médecine chinoise soit une réponse à votre question. Je pense que c'est un plus. Mais la médecine chinoise, pour avoir vraiment cette globalité, cette vision globale, il faut autre chose que 5 ans de centre intégré de médecine chinoise. Hein. Allez, madame, pour clore nos échanges. Je voudrais savoir si on pouvait soigner par l'acupuncture la dépression ou les insomnies du sommeil. Je pense que ça fait tout à fait partie de nos préoccupations. Sur l'insomnie, nous allons débuter un travail, un essai prospectif contrôlé, acupuncture. Ça va être l'objet d'un PHRC, étude de l'acupuncture dans l'insomnie de la femme enceinte, parce que nous avons un service de gynécologie obstétrique particulièrement performant dans ce domaine et très désireux de développer ce genre. Et je trouve que là, c'est une très très belle indication, parce que c'est en particulier au cours de la grossesse, l'insomnie au cours de la grossesse, qui peut être vraiment un élément extrêmement délicat. Eh bien, c'est une épargne médicamenteuse. Et moins on bouffe de médicaments quand on est enceinte, mieux c'est.
Donc ça, c'est sur l'insomnie. Sur la dépression, j'aurais tendance à vous dire que dans l'état actuel des connaissances, nos algorithmes de décision, ils devraient toujours démarrer avec des choses extrêmement précises. Les psychiatres, ils savent très bien ce que c'est qu'une dépression légère. Je pense qu'ils sont prêts à adopter des algorithmes de décision où, en phase de dépression légère, on met en place des plantes, par exemple le millepertuis, ou des techniques de médecine alternative et complémentaire. La dépression grave, je pense que ça reste du domaine psychiatrique. Donc, oui, il y a sûrement des places de médecine intégrative. Faut encore trouver et éviter qu'il y ait des pertes de chance. Il va nous rester à vous remercier pour votre intervention. Il se trouve qu'à Issy-les-Moulineaux, cette semaine, nous clôturons un cycle culturel qui s'intitule « Ici, fenêtre sur le monde ». Donc on voit bien que finalement, vous n'êtes pas un artiste, mais finalement vous en êtes un quand même dans votre domaine, et votre intervention pourrait très bien s'inscrire dans ce cycle-là. Et parce qu'on voit à l'évidence qu'on a toujours utilité et avantage à s'ouvrir aux autres et aux autres cultures, aux autres sciences. Et donc merci pour votre témoignage qui a été très, très éclairant pour tous, pour tous les passionnés de médecine, mais aussi pour les béotiens que nous sommes. Merci encore et bon courage pour le développement de ces médecines chinoises en France. On voit qu'il y a encore beaucoup à faire, mais votre enthousiasme parviendra à franchir tous les obstacles. Je pense que le travail ne se situe pas réellement en termes de développement. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait de qualité de l'approche. En ce sens que il ne faut pas... Le développement pour le développement, j'ai souvent eu cette discussion-là dans le domaine de l'automédication. Pourquoi voulez-vous développer l'automédication? Je ne veux pas développer l'automédication. Je veux que l'automédication soit de bonne qualité. Et je pense que c'est le travail. C'est qu'il faut que ces approches soient de bonne qualité. On n'a pas parlé de tous les réseaux. On n'a pas parlé du Sénat avec le risque de dérive sectaire. Donc, il y a vraiment un travail de qualité sur ce genre d'approche. Je vous ai coupé, pardon. Non, mais je vous en prie. 2 rendez-vous. Notre prochain rendez-vous des entretiens d'ici aura lieu le mardi 29 avril. Il sera question d'Europe, dans la perspective évidemment des élections européennes. Et l'intitulé de la conférence, l'Europe, à quoi ça sert? Donc vous êtes cordialement invités dans cette même salle le mardi 29 avril. Le deuxième rendez-vous est plus immédiat, c'est le Salon Élysée où vous attend un rafraîchissement. Voilà. Merci à tous.